Nous allons étudier le deuxième chapitre de Candide, le texte de Voltaire. Candide est un texte qui appartient au genre du conte philosophique, genre inventé par Voltaire pour amener ses contemporains à réfléchir. En tant que philosophe des Lumières, il s'engage contre l'ignorance et il dénonce toute forme de manipulation. Dans le premier chapitre, Voltaire nous a présenté Candide, un personnage naïf, influencé par la philosophie optimiste que lui a apprise son maître Pangloss. Dans ce deuxième chapitre, Candide a été chassé du château et se retrouve confronté à la dure réalité. Il manque de mourir d'épuisement et il va rencontrer 2 soldats qui vont l'enrôler de force dans l'armée du roi des Bulgares. C'est l'occasion pour Voltaire de montrer les différentes méthodes de manipulation utilisées dans le système militaire. Je propose une problématique qui nous permettra de comprendre toutes les motivations de ce passage. Comment Voltaire met en scène cette première mésaventure de Candide pour nous faire prendre conscience que le monde réel est dangereux si l'on ne sait pas faire preuve d'esprit critique. Nous verrons cela en 3 points. Tout d'abord, ce passage est mené par Voltaire de manière très brusque pour nous amener à passer de l'illusion à la réalité de façon soudaine et violente. Ensuite, Voltaire donne au lecteur des indices qui lui permettent de déceler tous les mécanismes de la tromperie dont Candide est victime. Enfin, il fait une satire de l'armée qui constitue pour lui une grande entreprise de manipulation. Je vous propose de lire le passage avec moi pour mieux l'avoir en tête au moment de l'explication. Chapitre 2. Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper, au milieu des champs entre 2 sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s'appelle Walberghof Trark Dickdorf, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. 2 hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait, et qui a la taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds 5 pouces de haut ? » ?»« Oui, monsieur, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table, non seulement nous vous défrayons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. » « Vous avez raison, dit Candide, c'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus, il les prend, il veut faire son billet, on n'en veut point, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement ? Oh oui, répond-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. Comment ? C'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. Oh, très volontiers, messieurs. Et il boit. C'en est assez, lui dit-on. Vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Alors la première partie, une narration qui fait passer brusquement de l'illusion à la réalité, et une première sous-partie, le registre pathétique. En effet, le premier paragraphe notamment est un très bon exemple du registre pathétique. Le regret et la tristesse de Candide sont dépeints longuement dans une longue phrase entrecoupée de virgules, pleurant, levant les yeux au ciel, etc. Les compléments circonstanciels sont multipliés et viennent enrichir la narration de détails pitoyables, sans souper, au milieu des champs, entre 2 sillons. Le rythme ternaire qui est ainsi imposé est typique du registre pathétique. Dans l'état de dépouillement où se trouve Candide, on peut se demander comment cela pourrait être pire. Et bien justement, ma deuxième partie, c'est une gradation vers le pire. Tout le passage mène Candide dans des situations qui s'aggravent. Derrière les compléments circonstanciels que nous venons de voir est ajoutée une phrase indépendante, la neige tombait à gros flocons. L'effet d'accumulation est renforcé, notamment avec l'adjectif gros. L'aggravation de la situation de Candide se voit dans les verbes d'action. Ligne 1, il marche. Et ligne 4, il se traîne. Candide est épuisé, certes, mais il est libre. Sa rencontre avec les soldats le précipite dans une situation encore moins enviable, lorsque, ligne 28, on lui met les fers aux pieds. Il ne lui est même plus possible de se traîner. Le pire arrive à la fin du passage, ligne 30, recevant tous les jours des dizaines de coups de bâton, il est atteint dans son intégrité physique. Troisième sous-partie, une évolution brusque de la situation.
Une chose est particulièrement frappante dans ce passage, la brusquerie de l'évolution de la situation. Les événements s'enchaînent sans transition. Au début du passage, Candide est chassé du paradis terrestre. Cette référence biblique annonce un destin comparable à celui d'Adam et Ève, travail, faim, douleur. Il arrive aussitôt dans une ville au nom imprononçable, ligne 5. Tout ce passage est écrit au passé simple, temps de l'action dans le passé. Dès qu'il rencontre les deux soldats, le temps de la narration devient le présent. Ligne 19, les verbes sont accumulés. On le prie, il les prend, il veut faire, on n'en veut point, on se met à table, etc. Nous détaillerons plus tard la scène avec les soldats, mais on peut dire que l'affaire est rapidement menée. Ligne 25, un soldat annonce « c'en est assez ». À quoi correspond le pronom adverbial « en ». L'alcool offert à Candide, le temps qu'ils ont passé à essayer de l'amadouer? En tout cas, cela précipite la suite du récit. On parle de fonction performative du langage lorsqu'une phrase a la valeur d'une action. C'est le cas pour la phrase « vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares », ligne 26. Elle institue Candide, soldat. On lui met sur le champ les fers aux pieds, ligne 28. Cela intervient brusquement, sans transition. À partir de là, nous sommes embarqués dans une longue phrase entrecoupée qui couvre 3 jours de temps. Le lendemain, ligne 30, puis le surlendemain, ligne 31. Le rythme de la narration connaît donc une accélération impressionnante dans ce passage. Transition maintenant vers la deuxième partie. Les mésaventures de Candide surviennent donc de manière très brusque, ce qui renforce la violence des désillusions. Candide ne se rend pas bien compte de ce qui lui arrive. Cependant, le lecteur, au contraire, voit bien tout cela venir. Voltaire lui donne les clés pour comprendre à l'avance ce qui va se passer. Les mécanismes de la tromperie sont rendus visibles par de nombreux indices. Donc, grand 2, les mécanismes de la tromperie qui sont rendus visibles aux yeux du lecteur. Et une première sous-partie, l'auteur laisse le lecteur deviner à l'avance. Donc le lecteur garde tout au long du passage un niveau de lucidité supérieur à celui de Candide. Ligne 7, Candide est remarqué par 2 hommes habillés de bleu. Nous comprenons que c'est une périphrase pour parler d'uniforme, là où Candide ne voit que des habits. La phrase prononcée par l'un des soldats est dite en aparté, exactement comme quand au théâtre, un personnage révèle ses pensées uniquement au spectateur. Ligne 8, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Nous comprenons, avant même que Candide ne rencontre les soldats, que ceux-ci l'abordent parce qu'ils trouvent qu'il a le physique adapté pour aller se battre. Certains passages permettent au lecteur de se mettre momentanément à la place des 2 soldats. Ligne 6, Candide s'arrête tristement à la porte d'un cabaret. Sa situation de faiblesse, physique et morale, est donc bien visible de l'extérieur et en fait une victime parfaite. Plus tard, on dit que Candide fait preuve d'une modestie charmante, ligne 10. Ce qui est charmant dans l'esprit de Candide est en fait une aubaine pour les recruteurs. Deuxième sous-partie, une exagération de la courtoisie et le piège de la flatterie. En effet, le jeu social de la conversation est utilisé tout au long de ce passage pour manipuler Candide. Les ficelles de cette arnaque sont bien montrées au lecteur qui assiste à l'embrigadement forcé de Candide en reconnaissant tous les ressorts habituels de la duperie. D'abord, les soldats sont excessivement courtois, ils l'abordent civilement. Et tout de suite ils le flattent, une personne de votre figure et de votre mérite. Évidemment, ils déduisent le mérite de l'apparence qui consiste à mesurer la taille requise. Candide est trop flatté pour penser à leur demander en quoi la taille de 5 pieds 5 pouces est si méritoire. Candide fait preuve d'une courtoisie non feinte. Vous me faites beaucoup d'honneur. Les soldats font semblant de mener une conversation banale, mais ils sont pressés d'arriver à leur fin, ce qui crée des effets de rupture étranges. Juste après l'expression « se mettre à table », qui fait penser à un interrogatoire, ils lui demandent « n'aimez-vous pas tendrement ?» ce qui leur permet de faire une transition un peu forcée vers la politique. Nous vous demandons si vous aimez le roi des Bulgares. Leur discours repose sur des présupposés. Tout le monde connaît le roi, et tout le monde, implicitement, sait qu'il faut l'aimer tendrement. Ce sont les ressorts bien connus de la propagande. L'injonction « il faut boire à sa santé » repose sur une sorte de règle implicite. Dès qu'on parle du roi, il faut agir ainsi. Le lecteur voit l'absurdité là où Candide ne voit rien du tout. En fait, il devrait savoir qu'un jeune homme de 5 pieds 5 pouces qui se laisse offrir à boire par des soldats s'engage par là dans l'armée exactement comme s'il signait un contrat. Troisième sous-partie, la philosophie optimiste, fait de Candide une personne très manipulable. Candide ne perçoit rien de ce stratagème dont les ficelles ne sont révélées qu'au lecteur. Voltaire souhaite nous mettre en garde contre l'ignorance. Il fait travailler notre esprit critique et nous alerte sur les dangers de la philosophie optimiste défendue par Leibniz et représentée par Pangloss dans ce récit. Candide se met en situation de dette vis-à-vis des soldats. Ligne 10, il dit qu'il ne peut pas payer son écho, c'est-à-dire sa part dans la dépense commune. Et il propose de faire son billet.
c'est-à-dire de signer une reconnaissance de dette, une ardoise. Cela le met dans une situation de faiblesse, car ce monde est une équation à somme nulle. Rien n'est gratuit. Un des soldats affirme, pour le rassurer et le mettre en confiance, que les hommes sont faits pour se secourir les uns les autres. Candide reconnaît alors l'adage de Pangloss, qui lui a enseigné la philosophie optimiste. Voltaire montre ainsi que cette philosophie est de mauvais conseil, elle amène Candide à subir les autres sans se méfier. Ligne 28. On le mène au régiment. Candide, à ce moment-là, il est complément d'objet, complètement manipulé par les autres. Ce n'est qu'à cette étape qu'apparaît le premier terme réellement militaire, le régiment. Maintenant, la transition vers la troisième partie. Ainsi, Voltaire met le lecteur dans une position privilégiée pour comprendre les mésaventures de Candide. Nous allons voir que ce passage comporte de nombreux reproches à l'égard du système militaire. En fait, l'armée va offrir un concentré de ce que Voltaire critique. Un traitement inhumain est infligé à des personnes qui sont dépossédées de leur volonté, et cela dans un but absurde. Troisième grande partie, une satire de l'armée. Et une première sous-partie, les soldats sont impersonnels. En effet, tout d'abord, les soldats sont présentés comme des entités interchangeables. Ils n'ont pas de personnalité. Par exemple, ils n'ont pas de prénom. Entre eux, ils s'appellent camarades. Ligne 32, on retrouve aussi ce terme camarade. Voltaire utilise aussi le terme bleu. L'un des bleus prend la parole. Ligne 11. Peu importe lequel finalement. D'ailleurs, c'est le pronom personnel « on » qui est souvent le plus utilisé pour les soldats. On le prie, on n'en veut point, etc. L'un des militaires utilise le pronom « nous », comme si les deux parlaient d'une seule voix. « Nous vous demandons si ». Ce qui crée la cohésion entre ces personnes est le sentiment d'appartenance à une même bannière. Ils n'ont plus de sentiment propre. Le sentiment humain d'amour, aimer tendrement, n'existe plus dans leur réalité, car il a été remplacé par le sentiment patriotique. Le roi des Bulgares est le plus charmant des rois. Ligne 24. Candide fait remarquer justement qu'on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Je ne l'ai jamais vue. Les militaires n'ont pas besoin de connaître le roi pour savoir qu'ils doivent l'aimer. Cela leur est dicté par l'idéologie. Alors, lorsqu'ils parlent de se secourir les uns les autres, c'est peut-être un mensonge de leur part, mais on peut aussi y voir la marque qu'ils sont eux-mêmes manipulés par une idéologie. En effet, tuer leurs ennemis serait finalement comme leur rendre service. Une dernière preuve de l'idéologie militaire sont les termes utilisés pour valoriser l'engagement de Candide. Votre fortune est faite et votre gloire assurée. Ce sont les motivations invoquées pour aller tuer des hommes. Deuxième sous-partie, inhumanité et absurdité du règlement. Ainsi, toutes les valeurs humaines sont transformées par ce but absurde qu'est la guerre. Un homme est méritoire tant qu'il a la taille requise. D'ailleurs, il semblerait que cette taille est spécifiée et réglementaire, 5 pieds 5 pouces, ni plus ni moins. Le soldat se doit de vérifier que Candide entre dans les normes, c'est pourquoi il lui pose la question ligne 12. Il n'est plus dans la ruse, il fait simplement son travail. Les activités des soldats sont ainsi toutes réglementées, et les raisons ne sont jamais données, cela crée un sentiment d'absurdité. Par exemple, on le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, etc. Ce sont des exercices qui normalement ont une finalité, mais ils sont simplement décrits ici par Voltaire, qui nous donne à voir de véritables marionnettes. Il faut aussi savoir que la baguette ici n'est pas l'arme à feu elle-même, mais seulement l'outil qui permet à l'époque de charger la poudre. Les règles sont absurdes, jusque dans les quantités de coups de bâton, qui sont calculées proportionnellement à la réussite des exercices, de sorte qu'il semble que c'est une bénédiction de ne recevoir que 20 coups. Troisième sous-partie, la soumission est une qualité du soldat. Enfin, on comprend que la principale qualité du soldat, c'est d'être soumis aux ordres, sans les questionner. Les deux hommes chargés du recrutement ont tout de suite vu en Candide un homme de qualité et de mérite. Nous avons vu qu'ils souhaitaient le flatter, mais peut-être aussi qu'ils avaient perçu sa naïveté, comme une qualité qui en ferait un bon soldat. Nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. En effet, Candide a toutes les qualités requises, et cela se confirme à la fin du passage, car il est regardé par ses camarades comme un prodige. Au vu de la satire du système militaire qui a été fait par Voltaire, le mot prodige prend tout son sens. Candide se révèle être un bon soldat très obéissant, au point qu'il en devient un exemple pour les autres. Pour conclure, nous pouvons dire que dans ce passage, Voltaire entre sans tarder dans le vif de son sujet. Candide passe d'une situation à l'autre brusquement, sans penser à questionner ce qui lui arrive. Cependant, le lecteur est mieux armé, car on lui fournit de nombreux indices. Le style de Voltaire construit alors un argumentaire implicite. Nous comprenons que même une personne qui ne possède rien représente une proie et une aubaine pour certains. Le réquisitoire fait contre le système militaire nous alerte sur les principaux procédés de la manipulation, la flatterie, les présupposés, l'idéologie, etc. Avec une mise en scène et un style sophistiqué,
Voltaire transmet au lecteur les outils critiques pour ne pas être dupe, et il le fait en gardant avec lui une grande complicité. Ce passage est ainsi une étape essentielle dans le projet que Voltaire se propose de mener avec le conte philosophique de Candide.